Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Gabriel Cluzel. Je sais pas pourquoi je voulais vous appeler Géraldine, c'est parce que je vois Géraldine Grangier qui nous parlait du comté. Bon, ça c'est quand même une histoire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on parle de la fin de vie parce qu'il en était question. Je reprends quand même les mots du rapporteur Falorni que je livrais tout à l'heure au cardinal Bustillo. Il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. C'est presque un sujet de bac. Ça, vous avez 2 heures pour composer. Je voudrais qu'on écoute sur cet examen du projet sur la loi de fin de vie à l'Assemblée. Je voudrais qu'on écoute tour à tour Catherine Vautrin et Marion Maréchal. Écoutez d'abord donc Catherine Vautrin, ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. C'était cet après-midi. Premièrement, l'aide à mourir ne s'adressera qu'aux patients en phase avancée d'une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé. Deuxièmement, l'autonomie du patient doit rester au cœur de notre réflexion. Pour que cette autonomie soit réellement garantie, jamais l'aide à mourir ne pourra être proposée, suggérée ou encouragée. Pour que cette autonomie soit respectée, l'auto-administration doit rester la première intention. Voilà les garde-fous, en tout cas les quelques-uns des garde-fous présentés par Catherine Vautrin, ministre de la Santé. Écoutez, ce matin, Marion Maréchal, la députée européenne Identité Liberté, qui critique vivement ce texte au micro de Sonia Mabrouk. Ce texte est terrifiant. Voilà, il n'a rien de rassurant. Il va déjà excessivement loin pour un premier texte et tout démontre. Parce que vous savez, sur l'euthanasie humaine, parce qu'on peut lui donner tous les jolis mots qu'on veut bien, l'appeler fin de vie, voilà. Mais la réalité, c'est que c'est une euthanasie humaine. Tous les exemples étrangers qui existent, parfois de longue date, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, pour ne citer que ces exemples, démontrent qu'une fois que le verrou de l'interdiction de tuer a sauté, il n'y a plus de limite. Et qu'on commence très régulièrement à nous vendre une loi qui explique que c'est uniquement pour des cas extrêmement réduits, en fin de vie, de maladies incurables, toujours avec des définitions d'ailleurs. Ce que dit la ministre ce matin, avec des garde-fous, véritablement. Dont les médecins d'ailleurs expliquent d'ores et déjà dans le texte de loi que le périmètre en réalité est très flou. Bon, ça fait pas avancer le schmilblick tout ça, Gabriel Cluzel. Il y a des garde-fous, mais Marion Maréchal n'a-t-elle pas raison de dire, une fois qu'on entrouvre la porte, après il peut y avoir, et alors on n'a pas sorti le son en entier, mais effectivement Marion Maréchal cite différents exemples avec une femme qui a eu des problèmes dépressifs, qui demandait l'aide à mourir. Voilà, ça peut aller très très loin en fait. Oui, moi je suis très frappée de voir déjà, je voudrais commencer par ça parce que ça me frappe vraiment, à quel point l'opinion publique, ça prouve qu'il y a eu un travail fait par les lobbies l'euthanasie pendant des longues années, est absolument indifférente au sujet, alors que c'est vraiment une bascule anthropologique extrême, voilà. Alors qu'on sait par ailleurs que partout où elle était votée, cette loi, elle a été une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a aussi mis des garde-fous, et plutôt plus qu'en France. Là, les garde-fous français sont extrêmement fragiles. D'ailleurs, on a l'impression que Catherine Vautrin arrive en disant si, il y a quand même quelques garde-fous. Attendez, parce que c'est ahurissant précisément l'ouverture de cette loi. Et le principal, c'est que le médecin n'aura pas à faire l'acte létal. Voilà ce que dit. Oui, mais attendez, moi Catherine je vais vous citer tous les cas, tous les garde-fous qui n'existent pas dans cette loi. Par exemple, le fait qu'une personne qui n'a pas toutes ses facultés intellectuelles ne soit pas mise hors du sujet, si j'ose dire. Le fait qu'il n'y ait pas d'objection de conscience pour les pharmaciens, les personnels soignants, autres que le médecin. Le médecin a une clause de conscience. Le médecin, mais pas les autres, pas les pharmaciens, les aides-soignants, etc. Il y a un certain nombre de personnels, tout le personnel, il n'y a pas que le médecin dans l'affaire, vous imaginez bien. Oui, mais le pharmacien ne va pas faire l'acte létal. Non, mais le pharmacien, est-ce qu'il a envie, en conscience, de vendre des produits? Est-ce qu'il a envie de fabriquer ces produits? Il y a une vraie clause de conscience. Est-ce que vous avez... Ça peut aller très vite si vous prenez... Moi, je peux vous dire, parce que moi, j'ai des pharmaciens qui m'ont appelé en me disant, on parle pas du tout de la question des pharmaciens. Moi, je suis pharmacien, j'ai pas envie de faire cela, et nous sommes mis hors du champ de la clause de conscience. Philippe bouillonne, il va avoir la parole dans un instant. Mais je lui passe la parole bien volontiers.
il y a le délit d'entrave, il y a pas eu, va être possible. En revanche, il n'y aura pas de délit d'incitation. Si vous voulez, même dans le parallélisme des formes, c'est complètement ahurissant. Et puis il y a quand même cette phrase, et moi je crois qu'elle résume tout. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Cette phrase de Jean-Louis Touraine, qui est quand même un promoteur, un militant de cette cause depuis des années, et qui dit écoutez, vous inquiétez pas, hein, là c'est pas encore complètement ouvert comme on le voudrait, mais on est dans la stratégie du pied dans la porte. Donc il faudra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, encore une fois. Philippe Guibert. Non, je bouillonne un tout petit peu, cher Gabriel, parce que je trouve qu'il y a une hypocrisie dans ce débat. Et l'hypocrisie, c'est qu'on pratique déjà l'aide à mourir. On le fait clandestinement, on le fait dans le huis clos d'une salle d'hôpital avec le ou la mourante. Mais la réalité est qu'on le fait déjà. Et c'est ce qui me gêne beaucoup dans ce débat, c'est qu'on fait comme si on ne partait de rien, comme si aujourd'hui aucune personne en situation d'incurabilité, pardon le mot qui est affreux, ou de fin de vie, aucune personne n'était aidée à mourir aujourd'hui. C'est complètement faux. Je l'ai vécu personnellement pour ma mère qui souhaitait partir. C'est une situation extrêmement douloureuse, extrêmement violente, en particulier pour les proches, mais qui existe déjà. Donc votre maman a été concernée par ce sujet. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Mais quand vous êtes le fils, quand vous êtes l'enfant, vous pouvez pas accepter une situation comme ça. Mais au bout du compte, c'est la personne qui décide. Et c'est pour ça, tout à l'heure que je. Mais comment ça s'est terminé votre histoire, puisque vous en parlez, pardonnez-moi, mais vous ouvrez la boîte de Pandore, comme disait Gabriel. C'est terminé parce qu'elle est décédée, voilà. Elle est décédée avec l'aide à mourir. Avec l'aide à mourir. Et comment est-ce que vous l'avez accepté, vous, Philippe ? Très difficilement, mais c'est la réalité, Pierre. C'est que quand vous avez une personne qui veut partir et que les médecins estiment dans un grand hôpital, dans un CHU, que la personne n'a plus de faculté à vivre et qu'elle est dans une situation de incurable, on va l'appeler comme ça, même si le mot n'est pas exactement précis. Eh bien voilà, c'est la patiente en l'occurrence et le médecin qui décide, et ça se pratique déjà. Et donc, ce qui me gêne, juste, Gabriel, c'était pour souligner que la vraie question est: est-ce qu'il faut que de telles pratiques perdurent dans une sorte de flou juridique, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de l'encadrer? C'est une vraie question. J'ai pas totalement la réponse. Je prétends pas. J'entends vos arguments sur les risques d'une loi, mais ce que je vois aussi, ce sont les risques de l'absence de loi. Pardonnez-moi. Et je trouve que personne ne parle de cet aspect-là, parce que en l'absence de loi, les choses se font de façon mal contrôlée. Et c'est là la réalité à laquelle on est confronté. Si je peux faire une comparaison, Gabriel va répondre. Mais de toute façon, vous n'êtes pas d'accord. Donc, on peut le dire aux éditeurs d'Europe 1 qui ont... On peut l'avouer aux éditeurs. Non, mais on peut être d'accord sur un point, c'est qu'il faut faire en sorte que les gens qui sont sur le point de mourir ne souffrent pas atrocement. Voilà, ça peut être un sujet d'accord. Mais la souffrance, elle est d'ordre psychologique, elle est d'ordre physique. Elle est parfois plus psychologique que physique. Mais ce que je veux dire, c'est que reconnaissons aussi que c'est une grande défaite civilisationnelle de considérer que la réponse à la souffrance, c'est la mort. Et que vous me dites, Gabriel, oui, ça c'est se la pratique, liberté d'une personne. Ça se pratique déjà, mais tous les actes qui se pratiquent répréhensibles, si j'ose dire, n'ont pas vocation à être légalisés. Pourquoi c'est l'argument me paraît assez spécieux. C'est une liberté fondamentale de l'être humain. Parce que pour les auditeurs je comprends. Non, et vous savez très bien qu'en plus, il y a beaucoup de confusion sur les mots. Est-ce que les Français savent que la sédation profonde existe? C'est-à-dire que quand quelqu'un est en fin de vie, qu'il va mourir, qu'on le sait, qu'il souffre atrocement, eh bien les médecins peuvent le plonger dans une sédation profonde, pas dans le but de le tuer, mais qui pourra in fine conduire à une mort peut-être plus rapide, mais ça existe déjà. Donc si vous voulez faire croire aux gens qu'on les laissera dans de souffrances atroces, on sait que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que d'ailleurs la loi est en deux parties. Oui, mais là aussi il y a une forme d'hypocrisie, parce qu'on dit, pour le coup, nous sommes d'accord sur le terme d'hypocrisie, même si nous ne sommes pas d'accord sur le contenu. C'est-à-dire qu'on dit, on va s'occuper des soins palliatifs. C'est ce que Bayrou voulait. Il voulait 2 textes, un sur les soins palliatifs, un sur
la fin de vie, en plus sur l'euthanasie, arrêtons de chercher, appelons les chats les chats. Et en réalité, on ne s'est pas donné les moyens, puisqu'il aurait fallu commencer par voter cette loi sur l'euthanasie, un droit opposable les soins palliatifs, un droit opposable aux soins palliatifs. Vous savez, comme il y a le droit au logement, chaque Français devrait pouvoir dire j'ai le droit aux soins palliatifs. Et on n'a même pas essayé, de voir ce que ça donnait. Est-ce que les gens ensuite réclamaient toujours l'euthanasie? On n'en sait rien. Par ailleurs, s'agissant du cas de votre mère, moi j'avoue que je me suis permis d'en parler. Votre mère et d'autres, pardon, merci je me permettrai pas. Parce que c'est un sujet douloureux. Moi, je pourrais parler de mes parents aussi. Disons que et chacun pourrait penser au sien. C'est-à-dire que quand vous avez une personne âgée, elle se retrouve quand même avec des médecins. Est-ce qu'elle est en situation, est-ce qu'elle a tous ses moyens? Est-ce qu'elle est pas dans un cadre dépressif? Est-ce que c'est pas donner un pouvoir aux médecins absolument énorme? Est-ce qu'ils n'ont pas, une fois que l'euthanasie est légalisée, toujours cette inquiétude chaque matin de se dire je suis un poids pour la société? Est-ce que je devrais pas passer à l'acte? Ça n'enlève de liberté à personne. Si ça enlève cette sérénité de se dire j'irai jusqu'au bout du chemin et dans la dignité, parce que j'ai horreur de ce mot mourir dans la dignité, comme si mourir de mort naturelle c'était pas une mort dans la dignité. Il y a des situations de mort naturelle ou de mort par maladie qui ne sont pas dans la dignité. C'est même les cas dont on parle précisément. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes. Vous vous rendez compte, c'est violent ce que vous dites, hein? Oui, c'est violent ce que je dis. Moi, je suis pas d'accord. C'est la réalité. C'est une réalité, Gabriel, qu'il faut regarder en face aussi. Et là où je suis profondément en désaccord, c'est que je ne vois pas au nom de quoi quiconque pourrait dire à une personne qui se trouve dans cette situation-là, évidemment, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, vous n'avez pas. Au nom de quoi on ne choisit pas de naître, on peut choisir de mourir à un moment donné. Et là, on est vraiment dans des situations. Alors je minore pas du tout le débat sur la difficulté d'encadrement. Je partage avec vous la difficulté de la chose. Mais sur le plan du principe, je ne vois pas au nom de quoi on interdirait à une personne à un moment donné, dans une situation limite de fin de vie, de choisir sa mort et d'être accompagné pour ça. Je ne vois pas d'argument. De toute façon, comme je l'ai dit, vous serez pas d'accord. Non, mais est-ce que je peux vous poser une question? Si vous voyez quelqu'un debout sur un parapet qui s'apprête à se jeter... ça n'a rien à voir comme situation. C'est exactement la même chose. Non, ça n'a rien à voir du tout comme situation. Vous n'allez pas lui dire, écoutez, vas-y, et puis si tu veux, je t'aide un petit peu. Vous vous dites, non, c'est pas possible, il faut l'aider, elle est dans de grandes souffrances, je vais l'aider. Quelqu'un qui est sur un parapet n'est pas forcément malade, et votre réflexe est évidemment de sauver la personne. C'est exactement l'exemple qu'on donnait, c'est-à-dire que Marion Maréchal donnait encore ce matin sur Europe 1. C'était que après il y a effectivement des personnes en profonde agonie et qui d'ailleurs pour la plupart ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive. Et encore une fois, il y a tellement. Mais Philippe, il y a tellement de cas différents. Oui, mais les cas dont on parle, Pierre, je termine ma phrase quand même. Et puis il y a aussi ces personnes qui se sentent pas très bien et qui sont parfois en dépression. Et alors, qui suis-je pour juger, pour dire ça? Attendez, encore une fois, Pierre, moi aussi je me permets. Les personnes qui se sentent pas très bien, qui sont en dépression, c'est tout à fait autre chose. Là, on parle de gens atteints de maladies incurables. Et je trouve que face à une maladie incurable, le pronostic vital est plus qu'engagé. Je ne vois pas au nom de quoi on viendrait interdire. Vincent Trémollet de Villers, qui ce matin faisait l'édito brillamment comme d'habitude sur Europe 1, disait qu'il y avait des militants comment dirais-je, de cette loi, qui avaient dit l'idée c'est de mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte. C'est Jean-Louis Touraine qui l'a dit. C'est Jean-Louis Touraine qui disait l'idée c'est d'abord d'ouvrir et ensuite on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous savez, là où je vous rejoins Philippe, c'est que ça existe ailleurs, ça existe dans beaucoup de pays. Il y a des gens qui vont en Suisse, en Belgique pour faire ça. Et ça existe dans la fiction. Moi, je me souviens d'un très beau film de Claude Sautet. D'un film de Claude Sautet qui s'appelle Un cœur en hiver. Absolument. Et il y a ce vieux prof de musique qu'on va voir à la campagne et et c'est Myriam Boyer d'ailleurs qui joue la petite amie garde-malade de ce vieux monsieur. Elle dit allez-y, elle dit à Daniel Auteuil fais-le parce que moi je n'y arrive pas. Et finalement il prend la seringue et il y a cette lumière qui s'ouvre au petit matin où ce prof de musique décède. Donc on est abreuvé de ces signes qui sont des signes difficiles à accepter et on va continuer à en parler, mais il est 20h45 et je cède la place à Maëla Sani. Europe 1.